Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Donc merci d'être présent pour cette masterclass du lundi 12 juin. Alors, on va avec Richard Mal aller droit au but. On va respecter le timing des 60 minutes. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans le chat et on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre donc à la fin de cette masterclass. Alors Richard, on est donc en ce milieu d'année 2023 à une période où il y a un paradoxe. On a des marchés de bureaux qui fonctionnent, d'autres un peu moins. On est dans un contexte économique qui est compliqué. On a cette situation post-Covid où on a une politique monétaire qui a augmenté ses taux directeurs de manière successive depuis juillet 2022. On a la problématique de l'inflation. Pour les grandes entreprises, elles ont dû faire face à la facture énergétique. Donc, un millefeuille de problèmes auxquels les acteurs, les grands utilisateurs, les investisseurs ont dû et doivent quelque part faire face aujourd'hui. J'ai envie d'abord que tu abordes, toi, ce contexte économique auquel, finalement, tu analyses régulièrement auprès des investisseurs comme des grands utilisateurs. Donc, que peux-tu nous dire sur la situation actuelle? Totalement. Déjà, merci à Nicolas pour me laisser cette opportunité de pouvoir intervenir au sein de cette masterclass. Donc, reprenons, marché des bureaux, il ne s'est pas si mal comporté que cela d'un point de vue locatif depuis l'ère, je dirais, post-Covid de 2020. Regardons par exemple, en 2022, 4 millions de mètres carrés ont été commercialisés. C'est un très bon niveau historiquement, très bon rebond par rapport à 2020, puisqu'en 2020, on était à 2 600 000 m², mais on sait très bien que les transactions locatives étaient relativement bloquées, notamment sur la période mars-juin 2020. Par contre, ce bon niveau, même meilleur que historiquement par rapport à une moyenne décennale, je reviens sur 2022, s'expliquait, premier bémol, par une forte progression des régions. En région, on était en bonne progression, et ce depuis 10 ou 15 ans, ce qui fait que même si les transactions ont diminué, la hausse structurelle des marchés régionaux constitue déjà un bon niveau plus haut qu'historiquement. Par contre, en revanche, l'Île-de-France, elle, est en baisse et se retrouve à des niveaux sous la moyenne décennale, a du mal à les atteindre. Après, qu'est-ce qu'on a en 2023? On sait, on a ce choc de 2022, à la fois financier, à la fois économique, forte hausse des taux, forte inflation, ralentissement de la croissance du PIB, parce qu'on ne peut pas encore parler de récession, même si on attend, oui, une croissance beaucoup plus modérée sur 2023, ce n'est pas de la récession qu'on a, en tout cas, ce n'est pas ce vers quoi on va, malgré les prévisions d'il y a 6 ou 9 mois. On attend plutôt une croissance du PIB de l'ordre de 0,5% pour 2023, par rapport néanmoins à une meilleure croissance de 2% l'année dernière. Le marché des bureaux, lui, par contre, se contracte. Locatif, sur les 3 premiers mois et même les 5 premiers mois, on est sur du moins 40% de baisse du take-up. Seulement au premier trimestre, 300 000 m² commercialisés en bureau Île-de-France. C'est assez peu et c'est aussi assez sectorisé. C'est-à-dire qu'on a du mal à atteindre la moyenne décennale, on est même en dessous actuellement, et problème, et ce qui est loin d'être conjoncturel, puisque c'est ce qu'on constate depuis début 2020, c'est essentiellement Paris intramuros et quelques zones très identifiées de la périphérie qui font la dynamique du marché. Voilà. Qui ont Paris intramuros, la Défense, Boucle Sud, ici les Moulineaux-Boulogne, Neuilly-le-Valois. Là, vous avez une bonne dynamique de marché. Dans le reste des secteurs, ça se complique de manière assez forte. Et si on regarde les grandes recherches de bureaux Île-de-France actuellement de plus de 5000 m², alors elles sont en baisse parce qu'on a eu de bonnes commercialisations de plus de 5000 et de bonnes transformations de la demande sur 2021-2022, mais là encore, les localisations, pour donner
qu'un chiffre, hein, pas tant que ça, hein, 52% de l'ensemble des grandes recherches en volume se situent sur Paris et également voilà, un peu la Défense. Donc on voit ce sujet-là, mais Paris est vraiment très précurseur avec du 42%. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que fait le taux de vacances? Il a bien progressé. Voilà. Il était en 2019 à 5%, c'était un point bas conjoncturel, pas loin de ce qu'on a connu en 2007. Et bien là, la hausse est assez marquée depuis 2020-2021. On est dans une hausse qui est modérée, mais quasiment sûre, certaine. On est à 7,9% de taux de vacances au premier trimestre 2023 et on va fort probablement dépasser les 8% sur 2023-2024. Alors, fort heureusement, avec le secteur de la construction qui est en difficulté, on a peu de livraisons, en tout cas un niveau modéré de livraison qui fait que même si la demande est en berne, on ne va pas avoir un taux de vacances qui va exploser à 10, 15%, 20%, ou alors seulement dans des secteurs bien identifiés et il va y revenir. On a quand même une certaine maîtrise de l'offre avec le contexte que l'on vit. Alors après, je vous parlais de 8% de taux de vacances Bureau Île-de-France, les différences sont fortes entre 3,5% seulement de taux de vacances à Paris intramuros, Croissant Ouest 14%, hein, donc c'est la périphérie ouest de l'Île-de-France, et la première couronne, nord, est et sud, 14%. Donc vous voyez, hein, ce 8 se fait avec 14% quasiment dans toute la périphérie et un seulement 3,5% de taux de vacances dans Paris intramuros. Alors dans ce contexte-là, il n'est pas aberrant, les loyers à Paris flambent. Et on peut vraiment parler de cela, hein, puisque le loyer prime du bureau à Paris, pour vous donner un ordre d'idée, en 2021-22, on était sur du 900 € du mètre carré. Aujourd'hui, on est à 1000 € et on devrait dépasser les 1050, 1100 d'ici 1 ou 2 ans. On a de très bons produits à commercialiser qui se feront probablement sur ces niveaux-là. Mais dans le même temps, voilà, on est plus sur de la stagnation, même pour les meilleurs produits en périphérie. Et qui dit stagnation, lorsqu'on a une inflation de l'ordre de 5-6% actuellement, c'est finalement une baisse en loyer économique réel. Donc voilà, on a presque Paris géré et le reste. Et même si, encore une fois, on voit des stabilisations ailleurs, c'est une stabilisation en trompe-l'œil lorsqu'on est dans un environnement inflationniste de manière significative, comme on le vit depuis 2022 avec une inflation de l'ordre en France de 5-6% l'année dernière et on attend des niveaux similaires sur 2023. Alors voilà, le second main, c'est au mieux stable, hors Paris, hein, et on commence à avoir des diminutions assez marquées dans certains secteurs. Donc voilà, globalement, pour se donner un ordre d'idée hein, sur le bureau Île-de-France. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, voilà, comment les prix, comment pourraient-ils s'ajuster dans un contexte de taux financiers en forte hausse, mais également d'inflation en hausse. Et pour ça, il peut être intéressant de revenir sur une situation début des années 80. Début des années 80, on avait des taux longs très élevés, autour de 10-15%. On avait dans le même temps une inflation de l'ordre de 10-15%. Et bien, les taux prime à Paris étaient à seulement, je dirais, 6%. On peut donc avoir des taux de rendement immobilier bas ou portés à la baisse quand les taux obligataires sont certes hauts, mais que ceux-là sont élevés parce que l'inflation est élevée. N'oublions pas qu'un rendement obligataire, c'est très comparé à un rendement de bureau. Néanmoins, il y a deux choses différentes sur l'obligation versus le bureau. L'un est indexé via les loyers, donc les revenus augmentent en bureau, ils n'augmentent pas en obligation standard, premier élément. Et deux, il y a un risque qui peut être négatif, souvent positif dans le capital. Les prix de l'immobilier peuvent progresser, alors que le capital d'une obligation standard est stable entre le début et la fin de la détention. Et c'est ce qui fait que, oui, les taux obligataires ont fortement augmenté. Aujourd'hui, l'OAT 10 ans est à 2,9%, elle était à 0% à fin 2021. C'est relativement important. On n'a pas 300 points de base d'augmentation sur les rendements immobiliers en bureau ou ailleurs. Et c'est essentiellement grâce à cette inflation qui fait que
Certes, on a un écart de taux, un écart de rendement immobilier versus rendement obligataire qui est relativement faible aujourd'hui. Si on prend le rendement bureau prime, il est à 3,2% en bureau actuellement, pas loin du rendement obligataire. Donc, on a zéro en écart spot. Néanmoins, si on calcule la prime de risque au sens financier, rendement immobilier ou un rendement obligataire plus croissance anticipée des loyers, dans la mesure où la croissance anticipée des loyers, notamment dans les meilleurs secteurs, est bien plus élevée sur les 5-10 prochaines années que ce qu'elle l'était sur les 5-10 dernières. Il y a 3 ans, si on me disait « Qu'est-ce que vous attendez en indexation des loyers ?» Je répondais un 3. Maintenant, je réponds de 5. Et ce 120 points de base de différence par an au cumul sur les 5-10 prochaines années font qu'on a aujourd'hui une prime de risque immobilière qui pourrait être relativement confortable sans attendre une hausse trop importante des taux, en tout cas prime à Paris. Voilà. On n'attend pas 300 points de base de hausse. 100 points de base de hausse au maximum versus un 2,7%, 2 points bas en 2022 pourrait être suffisant et se justifier. Donc, c'est un point assez important à prendre en compte. Est-ce qu'il y a actuellement la correction? Elle a lieu. Elle a lieu depuis 2022, on peut dire, avec une augmentation des taux. En 2022, point bas à 2,7, on était à 3% à fin 2022. On est aujourd'hui entre 3 et 3,2. Ça devrait encore progresser en termes de taux et donc se contracter en termes de prix. Et ce qu'on attendrait finalement, c'est une fin de la contraction pour le prime core autour du deuxième semestre 2023. Après, une remontée, j'irai modérée mais sûre à partir de 2024. Je dis modérée parce que ça va être les loyers qui vont l'expliquer, sûr parce qu'il est quand même plus facile de prévoir des loyers que des taux, de quelques points de pourcentage à partir de 2024. Mais là, je vous raconte finalement la belle vie, le prime core. Néanmoins, sur des marchés secondaires, il est très compliqué de voir quand la baisse déjà va démarrer, parce que parfois elle n'a même pas démarré dans certains secteurs, faute de référence à la fois en transactions locatives et investissement, de combien elle va être et quand elle va s'arrêter. Mais sur certains secteurs périphériques, on peut avoir des corrections de bureaux qui auront lieu en loyer, mais également en prix, bien entendu, c'est corrélé, de plusieurs dizaines de points de pourcentage dans certains secteurs. Mais ça sera des secteurs qui seront identifiés. Néanmoins, pour le moment, c'est compliqué d'aller plus loin dans l'analyse de ce sujet. Ben voilà, pour tenir mon temps de parole, ce que je pouvais dire en une très bonne dizaine de minutes. Merci. Merci Richard, c'était très, très, très concis, très factuel et très clair comme d'habitude. Alors moi, je vais justement aller au-delà de la Seine, donc traverser le pont de Neuilly et se retrouver dans le quartier central des affaires qui est la Défense, qui est le premier quartier central européen des affaires, puisque c'est un quartier qui a commencé à voir le jour au milieu des 60 sous l'impulsion du général de Gaulle. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux, 185 000 personnes y travaillaient donc, avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé puisqu'il y a les conséquences notamment du télétravail. Donc, on n'a plus forcément ce flux de personnes le matin et le soir, puisque si vous allez sur le parvis de la Défense le lundi et le vendredi, eh bien, vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de personnes présentes. Donc, la Défense est un quartier intéressant parce que il fait face aujourd'hui à une problématique qui est bien des immeubles qui ont toujours fait rêver les grands utilisateurs, les grandes entreprises du CAC 40 et les entreprises étrangères. Alors aujourd'hui, c'est légèrement plus nuancé. Aujourd'hui, nous avons, par la force des choses, avec là aussi, la crise sanitaire est passée par là. Donc, on a des nouvelles générations et des générations actuelles qui ne veulent plus forcément passer autant de temps dans les transports individuels ou collectifs, puisque en moyenne, depuis 20 ans, un Francilien passe 12 jours consécutifs dans les transports en commun ou individuels. C'est une moyenne. Et on peut avoir des pics à plus de 25 jours consécutifs. Donc, imaginez sur 10 ans le nombre de mois que ça fait passer dans les transports individuels ou collectifs. Donc ça, globalement, c'est quelque chose qui est important parce que
les collaborateurs aujourd'hui sont exigeants par rapport à leur employeur. Autrement dit, certes, l'attractivité salariale est un point déterminant, mais ensuite, les conditions de travail, le cadre de vie, le siège social, là aussi, c'est quelque chose qui compte de plus en plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2022, on a comptabilisé plusieurs dizaines de milliers de personnes sur toute la France, mais principalement en Île-de-France, qui ont abandonné leur poste de travail du jour au lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qui, globalement, fait réfléchir les entreprises. Et donc, ce qui explique pourquoi elles décident aujourd'hui de repenser l'attractivité de leur siège social, de leur localisation, afin d'attirer, mais aussi et surtout de conserver leurs collaborateurs pour éviter d'avoir un taux de rotation trop important, parce que là aussi, ça a des conséquences relationnelles, humaines et financières. Alors, la défense, c'est donc un paradoxe à lui tout seul, puisque avant la crise sanitaire, donc si on revient 3 ans et quelques mois en arrière, le taux de vacances était de 5%. Donc, autrement dit, c'était quelque chose de tout à fait acceptable et accepté par le marché. Ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, c'est plus nuancé. Selon Imostat, on est à plus 16% actuellement. Donc là, ça commence à attirer l'attention, notamment en termes de stratégie, les investisseurs. Et puis, côté utilisateur, la balle est dans le camp de ces derniers pour renouveler des baux en cours ou pour prendre un bail avec des conditions financières plus intéressantes. Mais il y a de très beaux projets qui sont en cours. Il y a des tours, je pense notamment à la tour Ariane, qui est en pleine restructuration, qui avait été achetée en 2018 par le fonds souverain singapourien et qui aujourd'hui est en train d'être parfaitement remodelé au goût du jour, qui devrait être livré donc fin 2024. Et qui répond à tous les critères aujourd'hui environnementaux et qui font que cet immeuble est à la fois intelligent, mais de moins et peu énergivore. Donc, ça satisfait aussi toutes les parties prenantes de ce projet. Et donc, là aussi, contraste, puisque finalement, Richard faisait référence pour des immeubles de seconde main. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce qu'on appelle le fameux flight to quality, c'est-à-dire des investisseurs qui vont sur du prime en termes d'immeubles qui répondent à tous les critères de certification, mais aussi en termes de localisation. Et c'est pareil pour les défenses. Autrement dit, les très beaux sujets qui vont arriver en livraison bientôt ou qui vont être restructurés et qui répondent à tous ces critères-là, aujourd'hui, ne vont pas avoir de mal à trouver preneur. C'est plutôt des immeubles qui sont effectivement, qui ont 25-30 ans d'âge et qui, pour les utilisateurs actuels, représentent un problème de fonctionnalité, de coût d'entretien, parce qu'un immeuble qui a qui a un certain âge, eh bien, au-delà de 15 ou 20 ans, représente un coût annuel d'utilisation en termes de charges extrêmement important. Et comme vous le savez, que le coût immobilier pour toute entreprise utilisatrice est le deuxième poste de dépense derrière la masse salariale. Donc, vous voyez, il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Et enfin, conséquence de la crise sanitaire, tout à l'heure, je faisais référence par rapport aux nouvelles générations qui ne veulent plus forcément travailler dans les mêmes conditions que leurs parents. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit arriver aussi par rapport à ça, on a le télétravail qui s'est imposé, qui s'impose. Malgré tout, on a le flex office qui commence à se généraliser dans certains secteurs d'activité. On a le coworking avec les grands opérateurs qui sont présents sur des spots bien localisés. Donc, vous voyez, on a une offre qui vient se compléter par rapport au siège social traditionnel et qui font qu'aujourd'hui, les directeurs immobiliers se posent de plus en plus de questions en disant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à revoir notre copie immobilière? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas trop de superficie par rapport au nombre de collaborateurs réellement présents sur site? Est-ce qu'on ne doit pas
encore une fois, repenser peut-être une meilleure localisation et de profiter à ce moment-là d'un immeuble dernière génération qui présente tous les avantages à cet effet. Et au final, on aura peut-être un loyer avec un loyer économique qui sera plus élevé, mais comme on aura moins de superficie et qu'on aura des charges qui seront beaucoup plus maîtrisées, au final, on sera gagnant sur la facture immobilière. Vous voyez. Donc finalement, tout ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré depuis la crise sanitaire et qui a pour conséquence de remodeler le marché parisien, francilien. Hein, on a vu des entreprises de taille intermédiaire qui étaient donc à la Défense et qui ont donc quitté leurs locaux pour s'installer soit à Neuilly-sur-Seine sur la ligne numéro 1, à proximité du hub de Charles de Gaulle Étoile, ou d'être carrément dans Paris QCA, qui aujourd'hui fait figure de locomotive et qui montre, comme le rappelait Richard Mal, un dynamisme tout à fait légitime, puisque en fait aujourd'hui le taux de vacances est tellement faible que c'est proche finalement de zéro au final. Donc, et c'est pas pour rien que le loyer facial et le loyer économique continuent d'augmenter, là où effectivement en deuxième ou troisième périphérie, on est plutôt sur des sujets où les mesures d'accompagnement ne cessent d'augmenter en faveur du locataire utilisateur. Donc, vous voyez, situation très contrastée par rapport à ça. Et c'est vrai que le secteur de la défense, aujourd'hui, pour terminer sur cet aspect-là, eh bien, il est donc contrasté, mais en même temps, il y a de très beaux projets en cours, de très belles restructurations, et qui montrent, encore une fois, que dès lors que on va retrouver, et ce que j'espère, un dynamisme économique, dès lors que l'inflation va commencer d'ici un an à baisser, l'inflation générale des prix, puis ce qui va avec, puisque finalement, dans la chaîne des valeurs, les entreprises comme les ménages subissent, et on subit cette inflation. Donc, dès lors qu'on va retrouver un certain dynamisme économique, une croissance renouvelée, on va retrouver, comme chaque fois ça se produit, les fondamentaux qui reprennent le dessus. Autrement dit, la confiance notamment des entreprises. Donc, une entreprise qui a davantage confiance va prendre davantage de superficie. Donc, l'offre va se réduire et ensuite, par voie de conséquence, les prix, les valeurs locatives augmenteront. On a toujours cette relation qui se met en place. Aujourd'hui, sur le marché, qu'est-ce qu'on voit sur la défense? On voit des niveaux de prix qui sont assez marquantes. Le gap est assez prononcé, puisqu'en fait, entre les loyers bas pour un immeuble d'état d'usage classique, on va être autour de 300 € du mètre carré hors taxe par an, et on peut monter jusqu'à 600 € du mètre carré hors taxe, hors charge par an. Vous voyez, donc on a quand même des amplitudes importantes qui montrent qu'on a aussi plusieurs marchés, en fait, dans un périmètre, entre un immeuble qui a vécu et un immeuble qui répond à tous les critères environnementaux et d'évolution, puisqu'aujourd'hui, les entreprises veulent des espaces de vie pour offrir le meilleur à leurs collaborateurs et d'avoir des espaces végétaux, évolutifs, pour satisfaire finalement des besoins qui, comme vous le voyez, comme vous le savez, comme vous êtes témoin, ne cesse d'évoluer sur différents compartiments. Et tout ça, pourquoi? Pour satisfaire finalement des collaborateurs qu'on souhaite fidèles le plus longtemps possible et qui puissent être aussi le plus productif. Voilà. Alors Richard, maintenant, je ferme la parenthèse du secteur de la défense et on va aller sur une autre classe d'actifs qui est le commerce avec un C majuscule. Donc là, on retrouve différents sous-jacents. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter par rapport à ça? Alors, commerce, sujet voilà, compliqué et vaste et très différencié, peut-être même un peu plus que le bureau. Et déjà, ce que je propose, c'est déjà de revenir sur l'ère du commerce sur les 20 dernières années en termes de positionnement dans le portefeuille des investisseurs institutionnels. Il faut déjà revoir le sujet que début des années 2000, le commerce était quasiment inexistant dans le portefeuille des investisseurs institutionnels qui était composé essentiellement de bureaux
et de résidentiel, le reste étant des niches. Et puis les investisseurs, au début des années 2000, après la crise ou à la suite de la crise des dot-com, se sont rendus compte, aperçus qu'une classe d'actifs comme le commerce pouvait proposer finalement de bons rendements, des prix relativement attractifs, des perspectives de croissance de loyers, et se sont dirigés vers cette classe d'actifs au détriment de certaines autres, hein, notamment le résidentiel à l'époque, au début des années 2000, mais je dirais surtout au profit de l'immobilier en tant que tel, puisque c'est l'allocation d'actifs qui a gonflé sur l'immobilier à l'époque. Et donc, ça a été finalement l'apogée hein, du commerce, disons de 2000 à 2015, avec une classe d'actifs qui, en termes de performance, de rentabilité, surperformait pendant les phases de haut de cycle, mais également surperformait pendant les phases de bas de cycle en diminuant moins que les autres grandes classes d'actifs, à l'instar du bureau et de la logistique. Donc ça, c'est un point qui ne me paraît pas négligeable. Mais par contre, voilà, à partir de 2015, à force de progresser à la fois en termes de loyer, à la fois en termes de rendement qui a fortement diminué, et donc finalement de prix dans sa globalité, un essoufflement s'est mis en place. Je le mets à partir de 2015. Alors ça, on n'est pas, je dirais, à 6 mois près. Mais 2015, ce n'est pas 2020 et ce n'est pas 2022. Ça permet déjà de dire que les reculs, les corrections qu'on a eues sur le commerce ne datent pas d'hier ou de l'année dernière, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres classes d'actifs. On a eu un essoufflement qui s'est opéré d'une part à cause du e-commerce, qui a explosé hein, et qui s'est fortement accru à partir de cette période 2015. Ça, c'est le premier point. D'autre part, parce qu'on a aussi eu, je dirais, une suroffre, en tout cas une production massive à la fois centres commerciaux, parcs d'activités commerciales, qui n'a pas été compensée dans certains endroits par une consommation des ménages en aussi bonne proportion que ces livraisons. Et ce qui fait qu'en d'autres termes, ça fait que l'unité commerciale a diminué en termes de performance, de rentabilité, par rapport à la capacité de consommation des ménages qui, elles, ne suivent pas. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, les mouvements démographiques, à la fois des populations actives salariées, mais également des populations plus âgées retraitées, fait que ces mouvements démographiques ont diminué la présence de la population dans certains territoires, ce qui a finalement paupérisé le commerce, ça a fait baisser les loyers et augmenter la vacance. Et donc finalement, des corrections se sont mises en place, modérées, hein, mais sûrement, à partir de 2015, essentiellement sur des centres commerciaux, des parcs d'activités commerciales, de périphérie et de moyenne gamme qui finalement ne trouvaient pas leur spécialisation. Le type de commerce qui fait finalement un peu de tout, qui n'a pas une gamme spécialisée, qui peut être très rapidement concurrencée. Au Royaume-Uni, la dépréciation a été forte. Hein. À partir essentiellement de 2016, crise géopolitique, hein, Brexit, qui a certes été voté en juin 2016, même s'il a été confirmé qu'en 2021. Donc finalement, le recul s'est mis en place. Les taux ont soit augmenté à partir de 2016-2017 ou finalement n'ont pas augmenté, ce qui fait qu'à partir de 2022, hein, ce choc de taux obligataires impose une contraction notamment du bureau, avec une forte progression des taux assez notable, même si elle n'est pas encore totalement atteinte. Mais en commerce, on n'a pas besoin finalement d'une trop forte correction pour arriver à cet équilibre, puisque comme on n'a pas progressé sur les 5 dernières années, contrairement à d'autres classes d'actifs, on n'a pas besoin de trop déprécier. Ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Et par contre, le taux de vacances, lui, en commerce, a progressé. On est dans le portefeuille des investisseurs actuellement sur un taux de vacances de l'ordre de 8%. On était à 3,4 il y a 10 ou 15 ans. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Valeur vénale des commerces. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on a baissé que de moins 2, moins 3%. Ça peut paraître relativement peu dans l'ensemble, mais encore une fois, c'est le résultat de corrections qui ont eu lieu au cours des années précédentes. En termes de montant investi actuellement en commerce, je dirais que la situation, elle n'est pas si mauvaise relativement à ce qu'on peut voir sur d'autres classes d'actifs, puisque
partant du constat que les corrections, que les prix ne sont pas si élevés que ça, puisqu'il y a déjà eu des diminutions, des petites corrections ici et là au cours des dernières années, finalement, le positionnement des investisseurs se fait et prend forme, et ce depuis 2022, où les montants investis en commerce en 2022 ont été de l'ordre de 6 milliards d'euros. C'est presque un point haut sur les 15 dernières années. Ça fait partie du trio de tête. Actuellement, en termes de volume investi, on est sur du un tiers, un tiers, un tiers en centre-ville, centre commercial, commerce de périphérie. Par contre, c'est les commerces spécialisés qui s'en sortent le mieux, soit dans le luxe, soit à l'autre extrême, soit dans le discount. C'est vraiment les deux grandes locomotives qui rassurent aujourd'hui les investisseurs et sur lesquels on voit des positionnements très avérés et très certains. Autre classe d'actifs, le retail park, qui était auparavant, notamment en termes de taux, je dirais sanctionné par rapport au centre commercial, avec un taux qui était significativement plus élevé que le centre commercial. Aujourd'hui, en termes de taux, en tout cas sur du prime, hein, centre commercial ou retail park, un parc d'activité commerciale, peut finalement se trouver à des niveaux de rendement exigés relativement proches. Même si, par contre, en termes de loyer, on a encore un facteur de 1 à 5, voire plus, hein, en fonction de certaines localisations et certains centres. Et c'est là où il y a un effet de rattrapage qui peut être important. Hein, disons-nous que sur un loyer de l'ordre de 200 euros ou 300 euros du mètre carré, 30-50 euros de plus en termes de montant, c'est assez peu par rapport aux sommes en jeu, mais c'est tout de suite du 10-15% de plus de performance qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'on note dans certains cas. Le taux prime en commerce, pied d'immeuble, aujourd'hui, il est à un niveau de 3,75%. Ça peut paraître peu par rapport à une OAT à 3, ça reste bien plus significatif que le bureau, hein, qui est aujourd'hui à 3,2% en termes de taux prime, hein, quand je prends la valeur, encore une fois, du 1er avril 2023. Et ça, c'est assez inédit, car historiquement, on a toujours eu du taux prime commerce pied d'immeuble qui était en dessous de l'ordre de 10, 20, 30 points de base que le taux bureau, alors qu'aujourd'hui, on a cet effet inverse. Alors vous allez me dire, oui, mais le commerce, il y a du risque. Je veux bien, oui, il y a du risque. Et on a quand même parlé jusqu'ici du bureau, avec les changements, etc., notamment repris par Nicolas, qui font que le bureau, lui aussi, il a sa part de risque et d'incertitude. On a, oui, un risque, je dirais, au-delà de potentiellement la vacance, mais qui n'est pas encore une fois plus importante qu'ailleurs, notamment sur le pied d'immeuble prime. Le risque, c'est le loyer, la capacité à ne pas payer les loyers importants, élevés, qui n'ont fait que progresser lentement mais sûrement de 2000 à 2015, voire même 2020. Une fois que cette correction faite de loyer, une fois qu'on sera arrivé à un loyer finalement, disons, d'équilibre, prêt à être supporté pour les 5-10 prochaines années, il y a peu de raisons qu'on ait une prime de risque sur du commerce pied d'immeuble par rapport à du bureau pour une même localisation donnée. Donc voilà, actuellement, 375 pieds d'immeuble commerce, c'est le taux prime. S'il doit encore progresser, je dirais pas de beaucoup. Et en tout cas, des taux sous les 4% paraissent totalement raisonnables et rationnels. Et après, par contre, hein, sur le parc d'activité commerciale, le centre commercial, on est autour de 5-25%, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans un mouchoir de poche entre les deux, comme on a pu le constater. Après, si on doit se projeter dans le futur, on est assez positif, hein, à partir de 2024-2025, et on attend des croissances cumulées sur les 3-4 prochaines années sur les classes d'actifs centres commerciaux, pieds d'immeubles, voire retail park, qui pourraient être de l'ordre de 8-10% sur une croissance cumulée 2024-2027. Et encore une fois, c'est une classe d'actifs dont la correction a été déjà largement entamée. Donc voilà ce que je pourrais raconter en commerce, encore une fois que le temps est parti. Merci Nicolas. À toi. Merci Richard, pour effectivement les commerces de pied d'immeuble. Et puis tu l'as rappelé très justement à quel point effectivement le retail park était un petit peu le mis de côté, hein, pendant de très nombreuses années, qui aujourd'hui eh bien, est une classe d'actifs assez privilégiée des investisseurs et qui fonctionne relativement assez bien et qui n'a pas à rougir de son positionnement. Voilà. Alors, le commerce, là aussi, situation très contrastée.
On a effectivement des rues prime qui, même si elles ont baissé en valeur locative, qui résistent bien. Hein, vous voyez le Monopoly autour des Champs-Élysées, de l'avenue Montaigne, de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Vous avez des marques de luxe qui sont plus que jamais présentes. Je ne vais pas les citer toutes, mais vous avez notamment Hermès, vous avez Louis Vuitton et sa Galaxy. Vous avez Apple qui a la capacité de pouvoir payer les meilleurs emplacements, quel que soit le prix au final à payer. Vous avez des marques comme Céline, vous avez des marques comme Burberry. Enfin, je ne veux pas te les citer, mais globalement, le luxe, eh bien, c'est le secteur qui permet justement aux rues prime de pouvoir non seulement résister, d'être résilient, mais de pouvoir aussi se consolider et d'attirer les grands investisseurs que sont à la fois les foncières et puis aussi des investisseurs notamment étrangers, hein, qui sont particulièrement friands de ces assets choisis dans ces beaux quartiers. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les assets trophies, il y a aussi d'autres enseignes qui ont périclité, hein, Camaïeu, San Marina, Gap, Koukaï, les Galeries Lafayette en région, donc qui sont soit en redressement judiciaire, soit qui ont fait faillite, enfin, une situation très compliquée. Là où elles étaient particulièrement résistantes il y a encore une dizaine d'années, mais depuis, il n'y a pas que la crise sanitaire, depuis, on a un concurrent de taille, le e-commerce, puisqu'en 2022, le e-commerce, c'est 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une augmentation à 2 chiffres chaque année depuis 10 ans, et qui montre à quel point, eh bien, là aussi, sur le mass market, vous avez comme ça ce concurrent qui est redoutable. Et puis, vous avez des marques comme Shine ou Shein en fonction de l'appellation, qui est aussi qui marque son territoire avec la fast fashion. Donc, on a comme ça une multitude de concurrents qui montrent que le commerce aujourd'hui doit se réinventer et qu'il y a des commerces qui fonctionnaient il n'y a pas encore si longtemps et qui aujourd'hui doivent revoir leur modèle parce que les coûts immobiliers n'ont pas baissé, les charges non plus. Par contre, les marges, elles ont fondu comme neige au soleil. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il y a des tendances qui sont en train de ressurgir, comme la mode, comme la maison, tout ce qui tourne autour de la beauté, en fait, le sport, même si on voit effectivement que GoSport est en situation de, voilà, a été racheté, mais dans des conditions que vous connaissez. L'alimentation, hein, là aussi, résiste bien, et justement, l'alimentation a été résilient, hein, durant la crise sanitaire. La restauration, mais plutôt restauration rapide, et puis notamment tout ce qui est franchise. Donc voilà à peu près les grandes tendances, en dehors évidemment de tout ce qui est marque premium, marque de luxe, hein, qui aujourd'hui est le marqueur notamment de toutes les rues prime, mais pas que à Paris. En région, c'est pareil, et dans les métropoles mondiales, comme Londres, comme New York, on va retrouver ces marques, ces enseignes, hein, comme Hermès, comme Céline, comme Dior, comme Gucci, qui, encore une fois, se consolident par rapport à une clientèle à haute contribution qui a plus que jamais les moyens de se faire payer, de se faire plaisir et d'acheter donc des objets où les marges sont considérables. Donc, forcément, comme vous savez que le prix d'un actif ou le prix d'un loyer, c'est en fonction de l'offre et la demande, et bien, tant qu'on aura des enseignes qui auront des marges considérables, on aura des loyers qui suivront, également des valeurs qui prendront cette direction. Alors, un cas d'école aussi, pour clore sur ce sujet, c'est notamment IKEA. IKEA qui a fait son développement autour des périphéries, hein, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour notamment cibler une clientèle de classe moyenne, hein, les fameuses classes moyennes qui vivaient dans leur petit pavillon, hein. Et puis, cette classe moyenne, depuis une vingtaine d'années, dans les grands pays industrialisés, a vieilli et puis a subi aussi notamment la baisse du pouvoir d'achat. Et donc, IKEA s'est repositionné sur une clientèle plus urbaine, plus jeune. Et c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, nous voyons donc IKEA venir en centre-ville. Et l'exemple là que nous avons à Paris, c'est la Madeleine.
Bon. La Madeleine, où Ikea avait pris à bail 5400 mètres carrés, 2 millions de visiteurs chaque année, par an. Et le marché a été surpris de sa décision il y a quelques semaines. Eh bien, Ikea a une foncière qui s'appelle Inca. Et cette foncière a racheté à Emerson et à AXA IM un actif, le centre commercial Italie 2, pour 650 millions d'euros. Pour en faire quoi? Ben pour, d'une part, valoriser cette foncière, parce que Ikea, c'est aussi une cash machine à sa manière, mais aussi pour pouvoir occuper 5800 mètres carrés. Autrement dit, de gagner 400 mètres carrés en plus de la Madeleine, qui n'était pas assez fonctionnelle pour elle, et ensuite aussi de permettre à sa clientèle d'avoir davantage de parking lorsqu'elle venait en voiture, mais également pour ses livraisons de meubles, où ça commençait à poser un problème, parce que dans le quartier de la Madeleine, là aussi, il y avait des conséquences que vous pouvez imaginer. Donc, dans le centre commercial Italie 2, il y a notamment un quai dédié pour tout ce qui est livraison de marchandises. Alors, pourquoi Ikea fait ça? C'est parce que finalement, elle se rend compte que la clientèle urbaine continue d'avoir du pouvoir d'achat. Alors, dans la clientèle urbaine, on a à la fois des jeunes actifs, mais on a aussi des seniors qui ont du pouvoir d'achat, puisque aujourd'hui, vous savez que les seniors, ceux qui sont à la retraite, qui sont les habitants des cœurs des villes, ont du patrimoine, ont des revenus, ont de l'épargne, et donc même si les logements sont de taille beaucoup plus petite que le fameux pavillon en périphérie, il y a quand même davantage, ou plutôt le panier moyen est beaucoup plus élevé justement par rapport à entre cette population-là et la population qui vit en périphérie. Donc, vous voyez, on a comme ça cette mutation. Et puis, en même temps, Richard évoquait effectivement les centres commerciaux. Aujourd'hui, les centres commerciaux, il y a deux marchés, ou plusieurs marchés, mais il y a le marché notamment des locomotives que sont les quatre temps, Vélizy 2, Paris 2, Cap 3000, qui, quelque part, ont su se moderniser, attirer de nouvelles enseignes et puis d'avoir un faible taux de vacances. Et on a de l'autre côté des centres commerciaux de taille intermédiaire, donc entre une quarantaine et une soixantaine enseignes présentes, qui, et ce n'est pas récent, ça commence depuis, on va dire, les années 2015, qui ont commencé à avoir des problèmes pour louer leur boutique. Elles ont commencé à avoir des problèmes de paiement de la part d'enseignes. Donc, il y a un taux de vacances qui a commencé à s'installer, et donc un vrai sujet sur l'équation investissement-rentabilité. Et aujourd'hui, il y a effectivement certains centres intermédiaires ou de petite taille qui vont probablement muter sur un autre type d'actif pour justement satisfaire tous les besoins liés à la rentabilité d'un investissement. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on a un centre commercial dont le taux de vacances commence à augmenter, lorsqu'on commence à avoir des impayés, forcément, l'expert qui vient faire son évaluation à la fin de chaque année, eh bien, il va donner une valeur qui va continuer de déprécier. Et donc, finalement, les conséquences en termes de valeur sur le marché, en termes de cession, peuvent poser problème. Donc, vous voyez, on est vraiment là aussi sur plusieurs sujets. J'ai un exemple très simple qui illustre parfaitement le décorum des centres commerciaux, c'est Unibail, Westfield Rodamco, qui est la seule foncière cotée à la bourse qui fait partie du CAC 40, pour être précis, donc la première foncière en termes de valorisation, puisqu'en fait, aujourd'hui, en ce 12 juin 2023, elle est valorisée 6,5 milliards d'euros. Mais si on revient 5 ans en arrière, c'est-à-dire on revient au 15 juin 2018, l'action était cotée 193 euros. Donc, je répète, le 15 juin 2018, l'action Unibail était cotée 193 euros. Aujourd'hui, le 12 juin 2023, donc 5 ans plus tard, l'action est valorisée, est cotée plutôt
47 €. Donc, vous voyez, on voit bien comment on est sur un multiple qui a été divisé par près de 4, qui montre finalement, vous voyez, c'est un secteur d'activité qui a souffert. Alors, on ne va pas être négatif parce qu'on est entre gens intelligents, mais c'est vrai que les équipes d'Unibail doivent en permanence réfléchir sur comment améliorer l'offre dans ces centres, comment faire venir sa clientèle et surtout comment dépenser. Parce que finalement, on peut demander un loyer toujours plus élevé à condition que le commerçant ou l'enseigne fasse du chiffre d'affaires. Donc là, il y a de vrais sujets par rapport à ça. Et la petite touche positive concernant Unibail, c'est que la banque d'affaires américaine Goldman Sachs a donné une recommandation au niveau des investisseurs comme quoi il fallait acheter ou se consolider sur le titre, là c'est tombé aujourd'hui, sur le titre Unibail ou Westfield Rotherham Co. Donc c'est une touche positive. Et ensuite, depuis la crise sanitaire, on a vu arriver comme premier actionnaire le gendre de Bernard Arnault, donc Xavier Niel, patron de Free, qui est devenu, par voie de conséquence, le premier actionnaire de Free. Vous voyez, donc, toutes choses égales par ailleurs, on a comme ça des sujets qui sont, qui sont en pleine mutation, en pleine évolution. Et donc, forcément, les investisseurs, comme les utilisateurs aujourd'hui, font extrêmement attention. Et pour terminer, finalement, on voit des enseignes qui, aujourd'hui, préfèrent réduire leur superficie, voire les fermer. Par exemple, vous prenez H&M a fermé des boutiques. Pareil pour d'autres enseignes. Mais on a, par exemple, là, nous avons des concurrents à H&M, comme c'est la marque espagnole, en fait, que je cherche là, mais qui va revenir, qui aujourd'hui s'est parfaitement consolidé, en fait, et retrouve un taux de croissance qui est tout à fait intéressant. C'est Zara, en fait, Zara qui, depuis un an, a trouvé un modèle qui lui a permis de retrouver un taux de croissance. Mais encore une fois, vous voyez, on a comme ça des entreprises qui, il y a 10 ans, 15 ans, n'auraient jamais pensé de revoir leur copie au niveau de leur implantation physique dans les métropoles à la fois mondiales, mais également sur des villes intermédiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui montre à quel point, finalement, il y a une nouvelle reconfiguration de l'immobilier commercial. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce qui fait aussi l'intérêt notamment des investisseurs, c'est d'avoir des enseignes qui ont une belle signature, où globalement, elles ne vont pas être marquées par une éventuelle crise ici et là, qui peuvent très bien se reproduire. Et ensuite, d'avoir des actifs qui vont être extrêmement bien localisés. Voilà. Richard, je te donne la main pour la dernière fois sur, pourquoi pas, le résidentiel. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Totalement. Alors, par exemple, du résidentiel, je pense que c'est bien d'en parler. Déjà, contrairement aux autres classes d'actifs d'immobilier d'entreprise, il faut bien voir notamment qu'en termes de prix, l'immobilier résidentiel ne s'analyse pas, ou en tout cas s'analyse mal, en rendement obligataire versus rendement immobilier. Voilà. Quand j'achète un bien, un immobilier résidentiel, et même un investisseur particulier, il pense avant tout en prix au mètre carré qu'en rendement. Et ça, c'est une donnée finalement importante. Et ça fait que si on doit se projeter, on regarde davantage finalement, au lieu de faire cet écart de taux, quel est le pouvoir d'achat immobilier des ménages, qu'est-ce qui fait que ce pouvoir d'achat peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Mais il évolue en fonction du revenu, en fonction du prix de l'immobilier, mais en fonction d'une variable importante actuellement, les taux d'emprunt immobilier, qui étaient autour de 1%, à quelques dizaines de points de base près en fonction des maturités, à 3 aujourd'hui et peut-être encore un peu plus demain, même si on pourrait s'arrêter autour de 4 potentiellement. Pas forcément beaucoup plus. Si on se dit que l'OAT 10 ans pourrait se stabiliser peu ou prou à 3%, voire même un peu moins, on doit rajouter
75 points de base, 100 points de base tout au plus entre le taux de crédit immobilier et le taux de rendement obligataire. C'est en tout cas historiquement ce qu'on fait et les banques peuvent travailler ainsi. Globalement, une fois qu'on a dit ça, si on prend donc un taux de crédit immobilier qui était auparavant autour de 1%, 1,2 même au point bas, si on l'emmène, disons, à 3,6, voilà, un peu en dessous de 4, ça ferait une baisse de la capacité d'emprunt des ménages de l'ordre de 20%. Voilà, baisse de 20%. On disait, j'étais le premier à le dire sur les 15 dernières années, que les taux de crédit immobilier baissant, il était normal, finalement rationnel, d'avoir des hausses de prix immobiliers de l'ordre de 10-15% par an et d'avoir peut-être 50%, 100% d'hausse des prix immobiliers en se disant que c'était tout à fait rationnel, même si le revenu augmentait peu, le taux de crédit immobilier, lui, ayant baissé beaucoup, le pouvoir d'achat était là. Avec 20% de baisse du pouvoir d'achat, il ne paraît pas aberrant de se dire qu'il devrait y avoir un impact négatif sur les prix. Par contre, impact négatif qu'on voit aujourd'hui encore peu. On n'a pas des prix de l'immobilier résidentiel qui baissent de manière relativement significative. On voit quelques légères diminutions, notamment dans les villes principales, comme du Paris, du Lyon, Bordeaux, là où ça avait déjà bien progressé. Néanmoins, on peut penser que ce n'est pas suffisant par rapport à ce pouvoir d'achat en perte théoriquement de l'ordre de 20%. Par contre, il faudra se dire qu'il y a, pour cette crise-là qui arrive et qui continue, d'autres facteurs, et notamment le facteur de la mobilité résidentielle qui sera plus fort que ce qu'on a connu au cours des cycles précédents. Je quitte la capitale régionale, nationale, pour aller soit dans une autre capitale régionale, soit pour aller en périphérie proche. Ce qui fait que finalement, on déplace son pouvoir d'achat d'une zone à une autre, et finalement, on peut renforcer le pouvoir d'achat d'une autre zone, et ce, même si les taux de crédit immobilier, eux, sont été impactés à la hausse. En d'autres termes, ce déplacement, cette mobilité fait que le moins 20% théorique pourrait ne pas se produire dans de nombreuses zones, et même certaines zones pourraient même progresser, car si toute chose égale par ailleurs, elles devraient diminuer. Le fait qu'on ait de nouveaux entrants avec un pouvoir d'achat fort qui arrivent de l'extérieur font que les prix pourraient se maintenir à des bons niveaux. Ça, c'est à prendre en compte. Par contre, deuxième chose à prendre en compte, bien entendu, les sujets de certification, de DPE, etc., de nouvelles normes environnementales, énergétiques, fait qu'on va avoir une paupérisation de certains potentiellement quartiers, potentiellement immeubles, où là, les décotes pourraient être relativement significatives. Donc, forte aussi dichotomie, une qu'on pourrait avoir avec ce critère-là, chose qu'on avait relativement peu auparavant, car dans les phases de hausse, d'expansion économique, souvent les défauts des actifs n'étaient pas forcément sanctionnés dans le prix. Donc voilà les principaux éléments qu'on pourrait mettre en compte, notamment sur le résidentiel. Merci Nicolas, je te repasse la parole. Merci Richard. Donc, on approche la fin, mais je vais être le plus précis possible et le plus court par rapport au résidentiel. Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as rappelé, l'impact des taux d'intérêt qui joue sur notamment la solvabilité des acquéreurs, qu'ils soient primo ou secondo ou qu'ils aient déjà une expérience en tant que propriétaire occupant. On a aussi le problème de l'insolvabilité qui touche aussi les petits investisseurs, il ne faut pas l'oublier, cet aspect-là, qui joue un rôle notamment dynamique par rapport à tout ce qui est investissement locatif dans le neuf, avec ou non une finalité de défiscalisation. Et on a aussi aujourd'hui le problème notamment des banques qui sont beaucoup plus sélectives, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins d'argent en circulation sur le marché interbancaire. Et donc, forcément, il y a davantage de refus. Même pour des dossiers qui sont solvables. Mais aujourd'hui, elle a des critères dont elle a augmenté ses niveaux et qui, forcément, par le voie de conséquence, plus on va avoir de refus, moins le marché immobilier va être liquide, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de transactions, puisque selon les notaires, si on continue sur cette tendance,
on devrait avoir moins d'1 million de transactions dans l'ancien en 2023, alors qu'on a flirté avec les 1 100 000, 1 200 000 transactions les autres années. Donc, on voit bien là aussi des conséquences que ça peut avoir à ce niveau-là. Comme l'a rappelé Richard, il n'y a pas eu encore de vraie correction. Pourquoi? Parce qu'on a des propriétaires vendeurs qui sont, comment dire, qui ne sont pas forcément pressés de vendre. Et comme ils ont aussi un projet immobilier, forcément, ils vont, dans la mesure du possible, essayer de le céder aux meilleures conditions. Donc, vous voyez, on a vraiment ce cadre-là qui est important à prendre en compte. Et puis, on a un autre acteur qui joue un rôle non négligeable sur le résidentiel. Ce sont les investisseurs dits institutionnels. Alors, quand j'évoque ces grands investisseurs, on a des filiales de groupes d'assurance, groupes bancaires, on a des OPCI, on a des SCPI qui sont donc investis sur cette classe d'actifs. Alors, c'est vrai qu'ils étaient très présents il y a une trentaine d'années et avant. Et puis, pour des questions stratégiques, ils ont cédé la majorité de leur patrimoine. Et puis, depuis 3-4 ans, on les a vus revenir sur cette classe d'actifs traditionnelle, qui est le logement, parce qu'il n'y avait plus assez de produits sur le marché. Et puis, comme le rappelait tout à l'heure Richard Mal, avec un OAT qui était entre 0 et 1%, forcément, pour le marché de l'investissement sur des longues durées, d'avoir une rentabilité brute de 3% était tout à fait satisfaisant. Ce qui fait qu'on a vu pour 2020-2021 à peu près entre 6 et 7 milliards d'euros d'investissements réalisés par ces grands acteurs chaque année en France. Et pour 2022, c'est un peu plus contrasté. Là, on a vu autour d'1,5 milliard d'euros investis, donc c'est moins. Et donc, actuellement, la gouvernance actuelle, l'équipe d'Élisabeth Borne essaye d'inciter les grands investisseurs à revenir à se positionner sur ce marché-là pour, encore une fois, à la fois permettre de diminuer le stock des logements neufs qui sont actuellement en cours de développement et permettre aussi d'offrir une offre locative plus importante aujourd'hui et demain que nous avons actuellement, puisque aujourd'hui, on manque d'offres locatives dans les zones tendues, aussi bien à Paris-Île-de-France que dans les métropoles dynamiques. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tous être propriétaires. Et puis, on a aussi des modes de vie, avec notamment les familles recomposées, avec une population qui vieillit. On a donc une offre à satisfaire. On a des jeunes aussi qu'on doit loger au cœur des villes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le vrai sujet, c'est quand même de satisfaire toute cette demande hétérogène. Et c'est vrai qu'on doit davantage, à mon sens, comme en Allemagne, proposer notamment une offre locative à destination notamment des classes moyennes, donc du logement intermédiaire, c'est ce qui nous fait défaut, c'est cette partie-là. Donc j'espère que les institutionnels vont jouer le jeu et être présents sur cette classe d'actifs qui a à la fois une dimension de satisfaire les épargnants, parce qu'en bout de chaîne, il y a toujours des épargnants, et en même temps, de satisfaire une dimension sociétale qui contribue, entre guillemets, à ce que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Alors, on arrive à 20h02, on est dépassé de 2 minutes, donc ceux qui souhaitent se retrouver en terrasse, une terrasse bien méritée. Et donc, là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune question qui était posée, mais en tout cas, moi et Richard Mal, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, notamment sur LinkedIn et par mail. En tout cas, Richard, je voulais te remercier infiniment d'avoir répondu présent, comme je sais que tu as un agenda de ministre et même de Premier ministre, toujours entre deux avions. Mais en tout cas, tes analyses sont toujours extrêmement pertinentes. Et donc, merci en tout cas d'avoir été présent. Et merci à toutes et à tous également d'avoir répondu présent en ce lundi 12 juin. Il est 20h03. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci Arnaud. Oui. Alors moi j'ai une question pour vous. Du coup, pour vous, la conclusion c'est qu'il vaut mieux acheter pour faire du locatif
que acheter pour vivre, pour la RP, quoi, au final, selon vous? Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est une question, on ne peut pas comme ça faire de réponse générale. Je pense que tout dépend, encore une fois, de la ville, tout dépend du prix du marché, tout dépend de sa situation personnelle. Il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris en compte pour dire, voilà, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire occupant que d'être locataire? Mais dans tous les cas, situation qui, encore une fois, doit s'analyser au cas par cas. Parfois, il vaut mieux rester locataire un certain temps, et d'attendre, entre guillemets, que son projet immobilier puisse rentrer et répondre à ses propres attentes. Et encore une fois, par rapport notamment aux conditions de financement qui aujourd'hui doivent être pris en compte, hein, puisque il faut attendre qu'il y ait un éclaircissement sur les taux et qu'on ait aussi une meilleure visibilité par rapport au contexte économique, c'est-à-dire la situation inflationniste. Ok, très bien, monsieur. Voilà. Merci en tout cas, bonne soirée à toutes et à Bon, tous. merci. Merci beaucoup et très bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu. Au revoir.